Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bilan peinture du mois de février 2024. Alors comme vous le savez certainement si vous avez vu le bilan du mois de janvier 2024, c'est un épisode dans lequel je vous partage mes activités artistiques ou para-artistiques du mois écoulé. Donc le mois écoulé, là il s'agit du mois de février 2024. Oui, j'ai pris un peu de temps. Je prends le temps aussi de vivre. Je prends aussi le temps de profiter en dehors des réseaux sociaux, bien heureusement, et donc du coup l'épisode a un peu de retard que j'essaye un peu de résorber avec le temps. On verra, la suite nous le dira, mais bref, en tout cas j'espère que vous allez apprécier cette séance. Juste avant de commencer, je tenais juste à vous préciser que toutes les vidéos, tous les extraits que vous allez voir dans ce bilan peinture de mois de février 2024 sont rien d'autre que des formats longs issus de Patreon que je publie de façon hebdomadaire sur Patreon. Donc il s'agit d'une plateforme participative sur laquelle vous allez pouvoir éventuellement me soutenir dans ma démarche et visionner des tutos, des explications sur l'atelier, la peinture, le croquis, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, le lien se trouve juste dans la description. Et puis maintenant, on va pouvoir commencer ce bilan du mois de février 2024. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder parmi l'une de mes vidéos les tests que j'avais effectués sur les médiums Green for Oil de Sennelier. Donc j'avais acheté des médiums, enfin un peu toute la panoplie des Green for Oil, des médiums Green for Oil, le diluant, le médium liquide, le médium gel. Donc j'étais partie vraiment pour peindre avec ce médium de A à Z. Je voulais dans un but pour reverdir mon atelier, pour consommer de façon un peu plus responsable, utiliser ces médiums qui sont dits non toxiques. Donc j'ai essayé, j'ai fait un premier point pour voir à peu près comment ils fonctionnaient, comment on pouvait les utiliser, etc. etc. Je n'ai pas donné toutes mes conclusions dans ce premier bilan parce que c'était qu'une ouverture en fait, je commençais à les découvrir et après coup je me suis dit tiens je vais essayer de peindre avec de façon classique, de la manière que je peins habituellement. Donc puisque sur les médiums Green for Oil, ils ne le précisent pas forcément en toutes lettres, donc c'est souvent mis petit caractère, astérix et compagnie. Il faut lire un peu entre les lignes. Ils vous disent que le médium Green for Oil est quand même plus utile pour les personnes qui souhaitent peindre dans le frais plus longtemps, c'est-à-dire des personnes qui souhaitent peindre à la prima, même si c'est pas forcément totalement spécifié. Et effectivement, ça permet de peindre très très longtemps dans le frais parce que ça met énormément de temps à cicativer. Donc je m'en suis aperçue au début, donc je sais que mon premier essai, je crois que j'avais attendu au moins 2 ou 3 semaines au toucher, c'était encore humide. Et finalement je me suis dit tiens allez je vais faire un essai aussi de la façon dont j'ai l'habitude de peindre, c'est-à-dire par couches successives de couleurs après séchage, etc., etc. Je vais lui laisser une chance à ce médium pour voir comment il fonctionne réellement dans d'autres façons de peindre. Et donc j'ai commencé à faire 2 tableaux, j'en ai fait un petit croquis peint et un autre tableau que j'ai voulu peindre exclusivement avec Green for Oil de Sennelier. Donc j'ai peint. Cependant, sur mes 2 essais, ça a été infructueux. Le premier, ça a été sur un support entoilé, donc papier entoilé, qui est certainement légèrement plastifié, je pense. Et bien celui-ci, je peux vous dire que je l'ai peint il y a de ça plusieurs mois. Et au jour d'aujourd'hui, et j'ai toujours un aspect un peu collant en fait quand je le touche. Je ne pense pas que ça va durcir plus que ça. Donc j'ai l'impression que le médium Green for Oil, en tout cas pour ce support-ci, ne convenait pas. Parce que ça ne permet pas totalement de cicativer, donc en fait il y a une surface peut-être en dessous qui est trop hermétique, qui fait que le médium n'est pas absorbé et qui fait que au final il reste en surface et il y a toujours cette surface très collante qui donne un peu peur. Donc si je veux un jour vernir
mon tableau et que j'ai encore cette surface collante, ça me donne pas du tout confiance en fait. Donc j'ai peur que par la suite ça rebouge, que ça craquelle, que ça fasse encore d'autres petites choses derrière. Et donc voilà, je suis pas forcément confiante. Donc là, premier essai avec du papier entoilé. Deuxième essai, cette fois-ci c'était un support un peu plus classique, un peu plus traditionnel, donc c'est un support en bois qui a été apprêté avec du gesso, donc un support qui est beaucoup plus absorbant. Et celui-ci, donc de prime abord ça a assez bien passé parce que le séchage était plus rapide finalement, vu que le gesso absorbe l'excédent d'huile, et bien voilà, ça prenait tout le médium à l'intérieur, mais ça prenait peut-être un peu trop, ça absorbait un peu trop le médium à l'intérieur, donc je sais pas si vous voyez, en fait même plus que si je mettais pas de médium du coup, parce que ça fluidifiait les peintures également. Et au final, la surface de mon support à peindre restait désespérément sèche. Sèche, mate. Et du coup, je n'ai pas du tout l'aspect que doit avoir la peinture à l'huile, n'y était pas. Donc l'aspect un peu brillant, etc. C'était pas juste à certains endroits. Des fois, ça peut arriver d'avoir des patchs mat à certains endroits. Ça, oui, tous les peintres le connaissent, ce phénomène. Par contre, là, toute la surface était sèche. J'ai eu beau rajouter des couches plus tard, ensuite, et bien c'était toujours pareil. Toujours pareil. Donc au final, je me suis décidée, je me suis dit non, stop. J'ai arrêté d'utiliser ce médium, je me suis mis à nouveau au médium traditionnel pour pouvoir avoir un fini beaucoup plus moelleux, beaucoup plus brillant, comme doit l'être la peinture à l'huile, et ne pas juste compter sur le vernissage par la suite pour avoir ce rendu là. Donc si je voulais une texture satinée, et c'est même pas vraiment satiné, c'est vraiment une texture très mate, et bien dans ce cas là j'aurais pris de l'acrylique finalement. Et dans ce cas là ça ne sert à rien de peindre à l'huile, donc je ne sais pas pourquoi. Comment ça s'explique? Est-ce que le médium Green for Oil est peut-être un peu trop fluide, donc du coup ce qui fait que sur un support un peu trop absorbant comme avec du gesso, ça va avoir tendance à faire s'en aller tout le gras des peintures à l'huile et ne laisser que quasiment que le pigment, ou bien sur des surfaces un peu trop et plastique, vous savez, un peu trop hermétique. Est-ce que du coup là au contraire c'est moins absorbant et du coup le médium ne peut plus rentrer et reste à la surface et finalement reste certes un peu plus brillant mais également collant et ne sèche pas. Donc voilà, grosse déception pour moi, les Green for Oil. Alors je pense peut-être juste utiliser le diluant plutôt pour l'entretien de mes pinceaux éventuellement, mais c'est pas des médiums que j'utilise encore aujourd'hui. En février 2024, j'ai aussi revisité mes classiques, c'est-à-dire j'ai revu le cercle chromatique, j'ai revu la théorie des couleurs pour pouvoir l'appliquer au mieux dans mes tableaux. Donc tout simplement essayer de voir qu'est-ce qui fait que j'aime telle ou telle couleur ou l'association de telle et telle couleur. Donc ça permet de m'expliquer pourquoi. Donc pourquoi je suis attirée par telle couleur et comment je peux reproduire de façon consciente dans mes tableaux et non laisser le hasard le produire. Donc j'ai revisité, j'ai revu ce cercle chromatique, j'ai vu les harmonies colorées qui me correspondaient le mieux en tout cas, et puis j'ai fait des petits essais de mélange de couleurs grâce à ce cercle chromatique. J'ai tendance à dire que je fais maintenant mes mélanges, enfin j'ai un cercle chromatique un peu dans la tête, c'est vrai que mes mélanges je le fais de façon automatique. Mais pourquoi je les fais de façon automatique? Tout simplement parce que je m'entraîne à le faire ainsi. Donc si je ne le faisais pas, forcément je réfléchirais beaucoup plus de temps à essayer de trouver telle ou telle autre couleur. Donc des fois je me fais des petites séances de mélange où je vais essayer de reproduire telle ou telle autre couleur, donc des petits challenges, essayer de les reproduire en un minimum de temps si possible, mais en étant consciente quand même des couleurs que je rajoute à chaque fois pour me rapprocher du mélange que je souhaite, de la couleur que je souhaite. Le but étant là, d'être devant sa toile un jour
et de ne plus avoir à réfléchir justement à tous ces mélanges-ci, à ce parasite qui nous empêche de ne penser qu'à ce que l'on est en train de peindre. Donc moi le but quand je peins, quand je suis devant une toile, c'est réellement de faire d'instinct, de ne m'occuper que de l'aspect pictural et non des à côté. Donc il faut que tout le reste, que ce soit le dessin, que ce soit eh bien les couleurs, la texture, etc., tout soit déjà dans ma tête, imprégné, et que je n'ai plus qu'à les reproduire de façon quasi automatique. Je laisse la place à l'inspiration pour tout le reste, donc ça doit être réellement très fluide. Et le fait de pratiquer comme ça de temps à autre, de revoir un peu les fondamentaux sur la théorie des couleurs, me permet de faire ainsi. Je vois sur mon tableau, tiens mince, mon tableau est un peu trop froid, bon allez je vais rajouter quelques couleurs chaudes de ci de là. Tiens, mon tableau je le trouve un peu trop rouge ici, bon bah je vais compenser. Je vais essayer de rajouter d'autres couleurs, peut-être éventuellement une couleur complémentaire. Donc j'ai tendance à... Avant je sais que je faisais un peu l'économie de ce type de séance-ci. Je préférais passer directement au dessin, à la peinture, à la touche picturale directement pour me faire plaisir, mais sauf que des fois quand vous êtes en train de peindre ou de dessiner et que vous n'êtes pas assez entraîné sur la technique, c'est-à-dire la technique de dessin, la technique des couleurs et autres, vous allez avoir des petits soucis et vous allez perdre du temps créatif à essayer de les régler en cours de peinture et en cours d'inspiration. Je trouve que c'est réellement quelque chose qui nous use, c'est quelque chose qui nous fatigue et on perd de notre capacité créative en étant fatigué par quelque chose d'autre qui n'a rien à voir. Donc j'ai tendance à faire du coup ce type d'exercice, ce type de séance qui est assez relaxant finalement, même quand on connaît ces mélanges. Donc justement c'est un petit challenge qu'on se donne, on se dit tiens je me pose cette couleur-ci, maintenant je vais essayer de la reproduire au plus juste, et puis voilà. Donc c'est peut-être quelque chose que je vous invite à faire si ça vous intéresse. Et parfaite transition pour annoncer ce qui suit. Donc en février 2024, j'ai cassé mon couteau à peindre à force de mélange acharné et excessif, d'entraînement au mélange. Donc il se trouve que j'ai un couteau à peindre préféré parmi tous ceux que j'ai. J'en ai plus d'une dizaine ici, et parmi cette dizaine de couteaux à peindre, il n'y en a qu'un seul qui convienne réellement, qui me convienne réellement en fait. J'aime bien qu'il soit assez souple, j'aime bien aussi avoir un manche ergonomique qui soit pas trop fin pour pas faire mal au poignet en fait quand on mélange, et j'en avais un préféré. J'ai cassé mon couteau à peindre. Je l'ai cassé juste en faisant un simple mélange lors d'une vidéo et en plaçant les couleurs petit à petit sur ma deuxième palette ici. J'ai peut-être appuyé un peu plus fort que d'habitude et voilà, ça s'est rompu, ça m'a vraiment surprise, j'ai failli le prendre dans l'œil, j'ai vraiment eu très peur aussi. Mais je suis aussi très déçue parce que c'est vraiment mon couteau, alors c'est celui que j'utilise depuis le début, que je peins à la peinture à l'huile, donc ça fait déjà quelques années que je l'ai celui-là, et il a du vécu et il a tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Tous les couteaux à peindre ne sont pas forcément faits de la même manière, mais il y en a certains où il va y avoir deux morceaux qui vont être soudés entre ici et ici, et donc ça va peut-être avoir tendance à fragiliser un peu le couteau à peindre à force de l'utilisation, et moi donc du coup mon couteau à peindre s'est cassé juste ici, et finalement vous avez aussi des couteaux à peindre comme celui-ci qui est fait en un seul morceau, mais par contre le souci c'est que c'est pas qu'ils sont plus solides hein, finalement, puisque moi aussi j'en ai cassé des comme ceci, car la ferraille là qui tient le tout se fendille de plus en plus. Donc entre les deux, moi je pense que j'ai privilégié mon confort et je suis plus confortable avec ce type de produit parce que pareil j'ai un peu plus d'espace en fait qui permet d'éviter à mes doigts de taper en fait sur la palette, donc c'est beaucoup plus confortable pour moi d'utiliser ce type de pinceau, ce type de couteau à peindre. Vu que j'avais vraiment du mal
à trouver ce que je voulais et je n'ai pas du tout de couteau de remplacement à peindre chez moi. Je suis partie à nouveau en magasin parce que je préfère réellement tester ce type de matériel là. J'ai déjà commandé sur internet en ligne. Le souci sur internet, c'est qu'on va vous prendre le premier objet qui se trouve à la disposition, on va vous l'envoyer, mais c'est du matériel que vous n'aurez pas testé, c'est du matériel que finalement ça va arriver, vous allez voir juste une image et une description sur le site internet et finalement une fois que ce sera arrivé, vous allez tester et vous allez dire ah ben non, c'est pas vraiment ça que je le voulais un peu plus ferme, je le voulais un peu plus souple, je voulais de telle couleur, je voulais un peu plus court ou plus long. Ça m'est arrivé d'ailleurs avec des pinceaux. J'ai eu des pinceaux que j'ai commandés pour la peinture à l'huile avec des manches tout petits, tandis que je voulais un manche très grand et c'est vrai que sur les photos internet, ben ça se voit pas. Et donc maintenant je fais très attention à la dimension du pinceau, je regarde que ça fasse bien 30 ou 40 cm de longueur pour les pinceaux pour la peinture à l'huile, pour éviter d'avoir des pinceaux pour aquarelle. Donc, du coup, pour remplacer mon couteau à peindre, je me suis rendue directement au magasin Beaux-Arts de proximité. J'ai pu tester plusieurs couteaux à peindre et parmi tous ceux que j'ai testés, dites-vous bien qu'il n'y en avait vraiment qu'un seul qui convenait, même marque, même numéro de gamme, exactement les mêmes, sauf que c'est celui-ci qui a été fait peut-être de façon légèrement différente, avec un métal peut-être légèrement différent, je ne sais pas du tout, mais j'ai eu de la chance ce jour-là, je l'ai trouvé. Donc voilà, c'est reparti pour quelques années à nouveau avec ce petit couteau à peindre là. J'espère qu'il me fera longtemps quand même cette fois-ci. Je vais peut-être faire des mélanges en faisant un peu plus attention cette fois, mais je le promets pas parce que c'est assez frénétique hein, quand on mélange, ça détend, hein. On est en train de lâcher ses nerfs en fait sur le couteau à peindre quand on mélange en général, donc on s'en rend même pas compte de l'appui qu'on a sur le couteau. Mais bon voilà, je lui espère beaucoup de mélange et une longue vie à ce couteau à peindre. Comme vous le savez peut-être, dans les bilans, j'aime bien parler de choses qui n'ont pas forcément à voir avec la peinture à proprement parler, mais quelque chose qui fait partie de moi en tant qu'artiste, qui fait partie de mes inspirations et de ma personnalité. Et là, je tenais à parler de couture, parce que oui, je couds et ce depuis plusieurs années. J'ai une machine à coudre que j'ai achetée il y a de ça à peu près une dizaine d'années et alors au début je peux vous dire que je faisais des choses très simples, autant dire que quand je cousais main, eh bien ça se voyait que c'était cousu main parce que en tout cas main par quelqu'un de débutant en couture et je me suis améliorée avec le temps à force de pratique. Donc j'ai cousu des vêtements mais aussi du linge d'ameublement, des coussins, des choses comme ça. Et petit à petit, je me suis fait la main. Et jusqu'à me coudre mes propres vêtements, pas toute ma garde-robe, mais juste des petites pièces que j'aime bien et que je ne trouve pas dans le commerce. Donc par exemple, je pense que vous allez me dire, mais la robe que je porte, c'est une robe que j'ai cousue moi-même. Donc j'ai redessiné un patron d'une robe que j'appréciais. Donc j'ai fait les contours de cette robe et je l'ai réalisée en 2 exemplaires, en 2 couleurs différentes. Et finalement, voilà le résultat, voilà ce que ça donne. Donc une robe qui me convient, cousue à la main, donc avec ma machine à coudre, bon marché à 100 € l'unité, et je suis vraiment satisfaite et contente parce que je peux vous dire que, alors je sais pas si c'est la mode actuelle, mais des fois j'ai vraiment énormément de mal à trouver quelque chose qui me plaise et qui me convienne réellement, que ce soit en termes de taille, d'aspect, de mode, de couleur, etc., etc. Il y a toujours un truc qui ne va pas forcément m'aller et au risque de finalement de se rabattre sur quelque chose qu'on ne veut pas vraiment en fait. Je pense que ça vous est déjà arrivé certainement. Donc en désespoir de cause, vous prenez ce qu'il y a de moins nul en fait. Vous prenez pas forcément le meilleur mais le moins nul, voilà. Vous prenez ce qui passe. Mais il y a toujours un truc qui vous déçoit un peu et après c'est le risque que la pièce finalement reste à prendre la poussière dans votre armoire parce que vous n'êtes pas totalement fier de ce que vous avez acheté finalement. Et donc moi, alors je sais pas si c'est peut-être mes goûts aussi qui sont peut-être pas forcément d'actualité, mais je ne trouve pas réellement ce que j'aime, ce que je voudrais avoir, ou alors c'est peut-être juste mon esprit perfectionniste, mon esprit d'artiste qui veut toujours la petite originalité, la petite chose qui me représente un peu plus finalement. Donc du coup, pouvoir faire soi-même ses vêtements, ça permet de respecter réellement toutes ses envies, toutes ses folies artistiques
artistique, de pouvoir choisir ces tissus en mercerie, la matière, la couleur, etc. etc. Et finalement de se faire plaisir comme ça, en consommant de façon un peu plus responsable finalement, parce que je peux vous dire que quand vous faites vous-même vos vêtements, vos propres vêtements, vous faites très attention à ne pas les abîmer, à faire attention aussi au niveau du lavage, à respecter, peut-être même à laver à la main pour faire attention à ne pas l'abîmer trop vite. Et c'est quelque chose qui va vous durer, vous en êtes fier en fait, vous allez le garder très longtemps dans votre garde-robe, contrairement à quelque chose que vous allez acheter rapidement en magasin et puis finalement vous aurez un peu moins de remords à le revendre ou à le jeter ou à vous en débarrasser du moment que tiens c'est passé de mode et puis vous voulez plus le porter, donc hop on s'en débarrasse, de toute façon ça vous a demandé aucun effort. Coudre me permet d'avoir aussi une autre activité, diversifier un peu mon activité, avoir d'autres hobbies sur lesquels je peux compter pour pouvoir un peu m'amuser, pour pouvoir un peu me divertir, surtout quand je vais être fatiguée par exemple, je n'aurai peut-être pas la tête à peindre, à avoir l'esprit assez libre parce que j'ai un peu de stress, parce que je ne suis pas en état pour pouvoir peindre à ce moment-là, donc ça va rien donner, je vais m'énerver dessus, ça sert à rien, donc je préfère me faire des pauses et passer à d'autres activités qui vont un peu me libérer mon esprit. Ça permet d'éviter la lassitude du quotidien, ça permet de faire de votre activité principale quelque chose que vous faites réellement dans les moments les meilleurs, dans les moments pour le plaisir en quelque sorte, et ça permet de faire une petite pause quand vous avez besoin de vous ressourcer. Ça permet aussi d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux hobbies et pourquoi pas trouver quelque chose qui vous conviendrait encore mieux, encore plus. Des fois c'est comme ça qu'on trouve de véritables passions, pourquoi pas. Donc voilà pour le point sur la couture. Le bilan couture du mois de février est à présent terminé, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti le temps que ça a duré. Je vous souhaite de belles journées d'inspiration et je vous retrouve le mois prochain pour le bilan du mois de mars 2024. Au revoir.